Je suis un ami de la non-violence. Je travaille sur cette question depuis de nombreuses années. Mon statut social, c'est écrivain parce que j'en ai pas d'autre. Tous mes livres sont sur la non-violence. Et j'essaie de réfléchir aux dimensions à la fois philosophiques, politiques, stratégiques de la non-violence. Ça me semble tout de même une réponse essentielle aux grandes questions qui se posent pour nous aujourd'hui. Alors, vous travaillez sur des notions de non-violence, mais également de désobéissance civile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement la désobéissance civile? Si vous voulez, je crois que nous sommes dans une culture de l'obéissance. Il faut certainement que l'enfant obéisse aux règles du savoir-vivre. Et de même, dans une société, il faut que nous puissions établir des lois. Et la fonction de la loi, c'est de garantir la justice. Et tant que la loi remplit cette fonction, elle mérite l'obéissance des citoyens. Malheureusement, il arrive que plutôt que de garantir la justice, la loi cautionne l'injustice. À partir de là, je dirais pour les mêmes raisons pour lesquelles un citoyen doit obéir aux lois justes, il ne peut pas obéir aux lois injustes. Car s'il obéit aux lois injustes, il devient lui-même co-responsable, complice de l'injustice. Et par conséquent, le critère de la citoyenneté, je dirais, c'est ni l'obéissance ni la désobéissance, c'est la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire que l'économie actuelle est injuste et qu'en ce sens, elle ne respecte pas la dignité humaine? Eh bien souvent, effectivement, l'économie impose dans le travail même des situations injustes. En tant que consommateur, je suis aussi responsable, finalement, des injustices qui sont suscitées par l'économie. Si je refuse d'acheter, par exemple, un produit dont je sais qu'il génère des injustices au niveau de sa production, ça n'est pas illégal au niveau de mon comportement personnel. En même temps, si j'organise un boycott, ça peut être illégal parce que souvent, la loi interdit le boycott. Et peut-être qu'il faut à ce moment-là entrer en désobéissance civile collective, c'est-à-dire en même temps ne pas croire que le changement social est simplement l'addition des changements personnels. En quoi peut-on passer d'un sentiment d'injustice personnelle à une action collective? On ne peut pas comme cela simplement se situer dans une action de protestation. Il faut se situer dans une action de résistance par rapport à un objectif précis, clair, limité, mais possible. Alors là aussi, ça se fait en concertation avec d'autres citoyens. Donc ça se fait dans des associations, des ONG, des partis ou des syndicats. Et nous donner comme finalité d'atteindre cet objectif. Je crois que l'exemple le plus significatif, c'est lorsque Gandhi a décidé d'organiser une action de désobéissance civile pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Il a choisi un objectif très précis, c'était la loi sur le sel, dont on pouvait penser qu'il était mineur par rapport au problème global de l'indépendance. Mais en même temps, le génie de Gandhi, ça a été de trouver un objectif qui était à la portée de tous les citoyens de l'Inde, et il a pu ainsi mobiliser une très forte minorité de citoyens dans une action de désobéissance civile qui finalement établit un rapport de force. Eh bien, je crois que toujours dans la désobéissance civile, il faut bien avoir conscience des risques que l'on prend par rapport à la violation de la loi, de la répression qui est prévue, assumer cette répression qui devient elle-même un levier pour convaincre l'opinion publique de la justesse de ma cause, qui va faire pression sur les décideurs pour pouvoir changer la réalité de l'injustice. En quoi ce changement il doit venir des plus opprimés dans le monde, des plus jeunes? Parce que souvent, au-delà de la réflexion, ils agissent concrètement. Et en ce sens, qu'est-ce que vous pensez du mouvement des indignés? C'est difficile à percevoir parce que ce mouvement est certainement très différent selon les lieux où il s'exprime. Je crois que l'indignation est une énergie constructive par elle-même. Seulement, on ne peut pas s'en tenir à l'indignation, on ne peut pas s'en tenir à la révolte, à la contestation. Si je prends le mouvement de Martin Luther King, qui est quand même très intéressant dans cette problématique-là, il y a eu l'indignation, bien sûr, devant l'injustice faite aux Noirs par rapport au pouvoir raciste blanc, par rapport à toutes les lois ségrégationnistes. Mais il ne s'agit pas simplement
d'organiser des grandes manifestations de protestation, d'indignation. Il a fallu organiser méthodiquement la non-collaboration dans la désobéissance civile, dans le boycott, par exemple, des transports en commun pour obtenir qu'il n'y ait pas de ségrégation dans les transports, également dans les bibliothèques, bref, dans tous les réseaux pratiquement de la vie américaine. Et ça s'est fait, encore une fois, à travers une organisation méthodique de l'action pour pouvoir avoir prise sur l'événement.